Ok, ok. Je m'étais pas rendu compte à quel point cette vidéo était intéressante pour parler de divers sujets, et notamment, pardon, la création sur Internet qui, visiblement, ne cesse de surprendre des gens. Et donc, je pense que le moment est venu, justement, de donner mon opinion sur la vidéo qui a déjà été faite de Monsieur Sam. Donc, pour vous faire un petit peu la chronologie, je suis tombé sur la vidéo de Psychodélique, ici. OVNI, ça me fait trop rire, vous verrez après. Monsieur Sam parle de la pression de l'algo YouTube qui le pousse à bout, Mister Sam d'ailleurs. Merci Mister. Voilà, moi j'avoue, quelqu'un m'avait demandé d'ailleurs en commentaire si je comptais faire des vidéos sur le sujet. Alors je sais pas encore si je vais faire une vidéo sur la deuxième partie, qui est la zététique. Évidemment, ça m'a intrigué, donc je vais la regarder, mais on verra si j'en fais une vidéo. Mais déjà, en fait, la première partie qui est sur la création sur Internet et sur en fait la création aujourd'hui en général, et particulièrement sur YouTube, j'ai énormément de choses à dire, à contextualiser, je vais dire, à apporter en fait. Parce que je pense que des vidéos comme Monsieur Sam, Mr. Sam, pardon, je vais le faire, hein, fait, il y en a déjà eu plusieurs. Alors certaines, je pense, un peu plus explicites que d'autres. Mr. Sam est vraiment très explicite. Il ose, je vais dire, se mettre un peu à nu. Alors que d'autres, c'est plus des vidéos un peu où ils continuent à rigoler, ou voilà, ils font un format, quoi, un peu de ça, quoi. Et en l'occurrence, je pense que surtout en discutant avec des gens, je me rends compte que beaucoup ne se rendent pas compte, en fait, ne se rendent vraiment pas compte de la situation des artistes sur YouTube, mais même de manière générale, en fait. Et c'est terrible parce que tout le monde aujourd'hui consomme du divertissement, plus que jamais on en a consommé, c'est important quand même de le dire. Aujourd'hui, le divertissement, ça marche très bien, parce que notamment, on a eu des acquis sociaux qui nous ont permis d'avoir plus de congés, d'avoir un peu plus de temps libre, etc. Ou même parfois, les ordinateurs nous permettent aussi, hein, tout simplement, d'avoir plus accès à la culture, alors qu'avant, eh bien, fallait parfois aller au théâtre ou quoi que ce soit. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on traîne une culture en fait du paiement, du fonctionnement artistique, vieille de plusieurs centaines d'années. Sauf on en paye aujourd'hui le prix, mais fort, quoi. Donc, si vous le permettez, je vais vous donner mon opinion sur la vidéo de Mister Sam. Et ah oui, c'est pas la bombe, voilà. J'ai resize mes trucs, alors je vais les utiliser. On va la regarder. En fait, on va la regarder d'ailleurs ce moment-là d'un bloc. Et je me permettrai de l'interrompre pour donner en fait des précisions personnelles et de mon expérience personnelle, parce que je pense que mon expérience est très représentative du gros problème qu'il y a sur la création sur Internet et surtout, comme je vous dis, du fonctionnement et des négociations des prix, etc. sur Internet. Bref, mettez votre casque, paf, et c'est parti. On va écouter tout ça à partir de 4 minutes 52. Donc, pour vous résumer, Monsieur Sam est un sceptique de base, hein. D'ailleurs, j'adore parce que Mister Sam, point d'interrogation, il a fait une nouvelle chaîne qui s'appelle Mister Sam, point d'exclamation. Bref, vous l'aurez compris, hein, quand on fait de la critique rhétorique, on aime beaucoup, visiblement, les ponctuations, voilà, la parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer il y a pas longtemps qu'il avait ouvré les guillemets de Usul. Bon, voilà, écoutez, que voulez-vous. Bref, on y va, c'est parti, on regarde ça. Vous allez comprendre. Je vais vraiment faire de mon mieux pour que ce soit assez clair. Et enfin... Ah, je me suis trompé, attendez, excusez-moi. Je me suis trompé de timecode, 4,52. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, j'arrête YouTube, en ce qui me concerne? Je vais arrêter de faire des vidéos en me souciant de l'algorithme et des exigences de YouTube. Je n'en peux plus. Il y a un burn-out généralisé des youtubeurs, on va en parler. Moi, je suis compressé là-dedans, comme c'est pas permis, comme c'est pas possible. Et si je suis devenu youtubeur, c'est pour m'émanciper d'un certain système, c'est pas pour me retrouver avec un système encore plus con. Donc, raison.
Donc on arrive déjà à la raison numéro 1 et on fait déjà une pause ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algo YouTube, on ne se rend pas compte. Mais moi, aujourd'hui, si je ne fais quasiment plus de vidéos sur YouTube, en fait, moi je fais des streams à côté sur Twitch. Et en fait, si je fais quasiment plus aucune vidéo sur YouTube, c'est parce que les vidéos sur YouTube, c'est de la merde. Mais vraiment, je vous jure, c'est nul. C'est vraiment nul. Et je vais même me permettre de vous montrer des preuves, en fait. C'est que c'est pire que nul, en fait. C'est que, effectivement, YouTube ne sait pas comment fonctionne la création sur Internet, ne sait pas comment faire de l'argent sur de la création artistique. Donc, soyons clairs, on s'explique bien sûr, soyons clairs, oui, bien sûr qu'il suffit pas de se dire artiste que pour avoir un revenu et être rémunéré, d'accord? Bien sûr que non, ça ne marche pas comme ça, et si ça marchait comme ça, effectivement, ce serait un peu trop simple, même si on pourrait débattre, voilà, il y a tout un autre débat, est-ce que les gens, si on leur dit « vous ne pouvez rien foutre », est-ce qu'ils foutraient vraiment rien? Bon bref, ça c'est un autre débat encore. Mais le truc, c'est que par contre, on peut faire de l'argent sur les artistes, évidemment. Il suffit de voir les stars internationales, etc. Il suffit de voir les plus gros streamers, il suffit de voir les plus gros youtubeurs. Mais le souci, c'est que, évidemment, l'art, c'est pas fixe. C'est pas fixé. Il y en a qui vont se ramasser la gueule, il y en a qui, au contraire, vont exploser. Et le but de YouTube, c'est pas simplement de miser sur ceux qui marchent le plus pour gagner de l'argent. Ça, c'est ce que YouTube pense. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans l'artistique. L'artistique, c'est bien plus compliqué. L'artistique, normalement, principalement, c'est le public qui choisit ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Et pour vous faire un petit peu, pour vous expliquer, avant l'algorithme, qui choisissait en fait? Qui était l'algorithme? Parce que finalement, l'algorithme remplace simplement un rôle. Eh bien, avant l'algorithme, nous avions ce qu'on appelle des producteurs, ou des agents pour les acteurs, ou même, voilà, que ce soit pour les musiciens, etc. Donc, en fait, on avait des personnes qui étaient là pour vendre le projet d'un artiste, en échange d'un pourcentage sur le projet, et, ou alors d'un salaire, ou bon, ça peut être plein de choses. Et que faisait ce producteur? Il allait voir des marques, il allait voir des éditeurs, etc., de films, pour leur vendre le projet. Alors, qu'est-ce qui était bien? Ce qui était bien, c'est qu'en fait, en tant qu'artiste, quand tu vends ton propre projet, c'est très compliqué, parce qu'en fait, faut savoir que tu y mets du cœur. J'en parlais encore à un pote il y a pas longtemps qui me disait, mais non, vendre un projet, c'est comme vendre un vase. Non, c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quand tu crées quelque chose, et puis qu'après tu vas vendre cette chose, c'est 10 fois plus dur de le vendre que si j'invente, mais juste t'es vendeur d'aspirateur, quoi, pour une boîte. Bon. C'est pas toi qui as fait l'aspirateur, tu t'en bats la race, ok, tu dois survendre ton produit, y a pas de problème, d'accord? Y a dans la chaîne de production, on te dit que, voilà, au-dessus de X aspirateurs, bah ça va être compliqué, tu t'en fous, toi, t'es vendeur, tu vas en vendre un maximum. Point barre, c'est tout. En fait, quand t'es dans l'audiovisuel, et dans l'artistique de manière plus générale, eh bien, le souci, c'est que c'est ton truc, quoi. C'est toi qui l'as créé. Et il faut savoir qu'en fait, quand tu crées quelque chose dans l'artistique, tu mets forcément un peu du tien. Et donc, il y a toujours un côté de toi qui va remettre en doute aussi ce que tu as créé. Parce que c'est ça en fait. Parce que si tu te remets jamais en doute ce que tu crées, bah tu n'évolues jamais, tu fais toujours les mêmes choses, et tu te brides en fait. Et tu deviens, je veux dire, ce que tu vas produire va être nul en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le commercial, d'ailleurs, c'est un peu tiré de là, c'est un truc que tu fais, que tu sais que ça va marcher, mais en même temps, toi, t'y mets pas trop du tien, comme ça, t'as le minimum, quoi. Mais, la réalité, c'est que, donc, effectivement, quand tu es, on va dire, un artiste, on va dire, commun, en général, t'as mis un petit peu du tien, et donc c'est très difficile de vendre quelque chose que tu as fait toi-même. C'est vraiment très compliqué. Et c'est là l'avantage qu'avait un producteur, je sais pas, ce que vous voulez, un agent, etc. C'est qu'en fait, c'était quelqu'un qui était détaché du projet. Alors, il pouvait l'aimer, il pouvait trouver ça très cool, mais il était détaché et donc il pouvait le vendre. Et j'invente, mais sur une série en 6 épisodes, il pouvait dire au gars, mais il n'y a pas de problème, on en fait 12. Alors que, de base, le mec n'avait pas la confiance. Il disait, ouais, moi je vais faire 6 épisodes, par exemple. Voilà. En fait, il y avait le côté commercial et assez détaché du projet que pour pouvoir le vendre. Mais alors, quel était le point négatif
hein, de ce métier, de cet intermédiaire. C'est qu'en fait, les maisons d'édition, ce sont des connards, voilà, il faut le dire. Je suis désolé, mais ce sont des connards. Et ça s'est beaucoup vu ces dernières années, avec notamment les droits d'auteur, où, effectivement, vous voyez bien que quand on utilise une musique, ne fût-ce que 10 secondes, eh ben, ils strike toute la vidéo, et tous les revenus, ils les reviendront dans les poches. Est-ce que vous croyez qu'ils ont cherché des compromis? Nada. Est-ce que vous croyez qu'ils se sont dit « Mais attends, quand même, ça nous permettrait peut-être d'avoir de nouveaux artistes ?» Niet. Non, non. Les mecs s'en battent la race. Et sachez que ça, je vous le dis, c'est dans l'audiovisuel, mais c'est pas que dans l'audiovisuel. C'est aussi dans la bande dessinée, en ce moment. Ça fait beaucoup parler de lui parce que les maisons d'édition aussi, elles prennent, par exemple, 50% des revenus sur une bande dessinée vendue. Ils prennent 50% des revenus de l'achat de la BD. L'imprimeur, il en prend 30 ou 40%. Et les 10 derniers pourcents, c'est l'artiste qui reçoit. Ou les artistes, s'ils sont deux, c'est divisé en deux. Donc, vous avez des gens qui bossent pendant des mois sur le projet et qui reçoivent 10% de ce qu'ils ont produit. Et si vous pensez que c'est parce que, mais oui, la maison d'édition, elle doit faire de la publicité autour, c'est parce qu'elle va la mettre en valeur, c'est parce que... Non. Vraiment, je vous jure, ça ne vaut pas ce prix-là. Ça ne veut pas dire que la maison d'édition ne doit pas être payée. Ça veut dire que ça ne vaut pas 50% du revenu à partir du moment où vous imaginez, même l'imprimeur en gagne que genre 30 ou 40%. La maison d'édition, qui, je veux dire, n'a rien à acheter, elle doit payer des employés et faire éventuellement, effectivement, de la publicité, mais ce qui pourrait être négocié avec l'artiste, hein, eh bien, elle prend 50%. Et donc, vous avez plein d'artistes qui font des bandes dessinées et qui savent même pas en vivre. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que, en fait, c'était ça le problème, et c'est ça que YouTube avait réussi à émanciper à l'époque, c'est cet intermédiaire qui choisit pour le public ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que, faut le dire, hein, c'est pas parce que vous êtes éditeur de bande dessinée que vous avez forcément le nez creux, pardon. En fait, YouTube permettait au public lui-même de juger si une œuvre méritait d'être mise en avant ou pas. D'accord? Mais alors, pourquoi est-ce que YouTube, aujourd'hui, se retrouve dans un état où tout le monde râle dessus, et finalement, plus personne, quasiment, ne peut en vivre, sauf des gens qui font des vidéos très régulièrement, comme Psycho, par exemple, comme il le dit lui-même, et comme moi, hein, comme les vidéos que je fais ici, hein, où finalement, ça coûte 0 à produire. Si ça m'a coûté une webcam, que j'avais quand même, un ordi, que j'ai aussi quand même, et je veux dire, j'aurais pu prendre un ordi bien plus pourri, hein, je pourrais filmer avec mon téléphone presque, les parenthèses. Donc ça va, c'est rentable. Mais, dès que vous sortez en fait, dès que vous voulez faire quelque chose d'artistique, aujourd'hui, c'est l'algorithme de YouTube qui est devenu ce fameux intermédiaire, cette espèce de producteur. Sauf que c'est là aussi, c'est marrant parce que la dernière vidéo que j'ai faite était sur les IA. Mais regardez juste les stats. Ici, j'ai fait une vidéo que j'ai mis une journée, alors ça vous paraît rien du tout, hein, mais j'ai mis à peu près une journée entière pour la faire, en sachant que je streamais aussi le soir et tout. Alors c'était peu, hein, elle dure 1 minute 30, vous voyez. Elle a fait 60 vues, 100% de j'aime. Alors là, on peut se dire, bah oui, mais en même temps, bah voilà, elle a fait 60 vues, et apparemment, d'après l'algorithme, hein, les gens n'ont pas assez apprécié la vidéo, suite à des calculs mathématiques très complexes, pour estimer que, en fait, elle valait pas la peine d'être vue. Sauf que c'est pas ça, en fait. C'est pas sur, je vous le dis, hein, c'est pas sur 60 personnes, en plus dont une personne sur 6 a kiffé la vidéo, que vous pouvez estimer que la vidéo est bonne ou pas. En fait, un échantillon devrait être 10 fois plus grand. Vous imaginez? Déjà, 60 personnes, c'est pas mal. Mais en plus, en dehors de ça, en fait, le truc, c'est que quelles sont les vidéos qui vont marcher, et on va y revenir évidemment, hein, celles où je cite d'autres streamers, voilà. Alors moi, je le fais avec humour parce que ça me fait marrer et parce que j'ai compris, je pense, des choses que Monsieur Sam n'a pas eu la chance de comprendre avant. Mais donc, regardez, ça n'a aucun sens. Parce que là, du coup, par contre, j'ai fait 415 vues. Voilà. Mais les gens, vous avez vu, hein, au nombre de likes,
C'est pas tout à fait ça, hein. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, voilà. Mais c'est pas ça que cherche YouTube. YouTube, en fait, il y a des mots-clés, il y a des références. L'algorithme ne cherche pas, comment dire, l'algorithme ne cherche pas le contenu. Il fait complètement abstraction du contenu, il ne regarde que les chiffres. Et les chiffres que lui, et donc les développeurs, estiment intéressants. On va continuer la vidéo parce qu'il dit des choses, il revient sur des choses. Ici, je vais pas encore tout vous dire. Je pense que ce sera plus intéressant de les faire petit à petit. Donc, on continue. Raison 1, j'arrête l'algorithme de YouTube. On va appeler ça comme ça. J'arrête de faire du contenu pour faire plaisir à la communauté ou pour respecter les standards implicites qu'il y a dans la communauté sceptique. Je vais... Là, petite parenthèse, mais en fait, parce que dans la vidéo de Psycho, il dit « Je comprends pas les gens qui font des vidéos pour leur public, parce que le public, il l'aime. » Alors en fait, moi je comprends parce que j'ai déjà été dedans. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a 50 vues, on se pose pas cette question. En fait, on fait juste et on se dit, bah on s'en fout. Moi je parle de 50 vues, lui il parlait de 200 vues. Mais en fait, quand tu fais des petites vidéos, tu t'en fous. En fait, tu dis juste, je le fais pour m'amuser. Et je pense aussi que Psycho a peut-être commencé plus vieux. Donc du coup, il a peut-être le recul que t'as pas quand tu commences peut-être plus tôt ou quoi que ce soit. Mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, donc pour vous expliquer rapidement, t'as un public qui a des attentes et t'as pas envie de décevoir ce public. Parce qu'il y a quand même un plaisir aussi à fournir ce que les gens attendent. D'accord ? Ça fait plaisir d'avoir une vidéo qui marche. Ça fait plaisir de voir que les gens l'aiment bien, que les gens en plus mettent des commentaires positifs et tout. D'accord ? Mais en fait, et c'est là le piège, c'est qu'en fait, tu peux vite en avoir marre et ça peut devenir un poids. Et c'est là la merde. C'est qu'en fait, tu t'en rends pas forcément compte tout de suite. Et surtout, en fait, il y a toujours ce truc de dopamine dans ton cerveau qui te fait dire « Allez, quand même, ça va faire plaisir aux gens. » Parce qu'on reste humain, en fait, hein, aussi. Je veux dire, c'est pas qu'une question de performance, c'est aussi une question que ça fait plaisir de voir les gens qui sont contents et qui se disent « Ah, ben cool. » Et du coup, en fait, forcément, il y a des moments où tu te dis « Bon, allez, c'est pas grave, je vais me forcer un peu, c'est bon. » Et c'est un piège, et ça je le dis à tous les gens qui regardent cette vidéo, c'est un piège sur lequel il ne faut pas tomber quand on fait des métiers artistiques, parce que sinon on devient vraiment... on va commencer à devenir une parodie de soi-même en fait, et ça va devenir de plus en plus nul. Et c'est pour ça que d'ailleurs, grand respect à tous les artistes qui savent s'arrêter à temps, parce que voilà, c'est très difficile de pouvoir s'arrêter quand t'as un concept qui marche super bien. Je pense notamment par exemple à Bref qui s'était arrêté en plein milieu, au sommet en fait quand Bref cartonnait, la série cartonnait partout, et bien ils sont arrêtés parce qu'ils ont dit ok, on a quelques sketchs, on pourrait continuer, mais franchement si on continue, on n'est pas sûr que ce sera bien. Et je me rappelle à l'époque, il y en a qui m'ont dit ouais non mais c'est bête, c'est pas rentable, en plus machin. Oui non mais en fait c'est pas bête. C'est pas bête parce que en fait quand tu réussis à avoir ce feeling là et avoir ce courage de te dire, mais tu sais quoi, tant pis. Tant pis, ça a marché, c'est bien, il faut que ça reste. Eh bien, pour moi c'est là, en fait, où tu te préserves personnellement, en fait. Et tu te dégoûtes pas de ton travail. Et au contraire, beaucoup la critiquer. Et ça va piquer. Je ne veux pas faire du mal à la zététique. Je ne veux pas faire du mal au mouvement sceptique. C'est bien au contraire une invitation à peut-être traverser une forme de gueule de bois pour réaliser qu'on a peut-être un peu été trop loin. Donc voilà. Donc, concernant la zététique, je ferai probablement... j'ai dit probablement, comme je vous dis au début, je sais pas si je la ferai, ça dépend si je vois des trucs pertinents à dire ou pas. Mais en fait, concernant la zététique, je voulais surtout rebondir sur sa fameuse gueule de bois. Je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui parfois s'énervent aussi sur des systèmes et tout, et on a tendance à mettre sur la frustration des gens, en fait, parfois s'énervent sur des systèmes, etc. Et moi, ce que j'ai eu souvent, parce que moi, j'ai été à l'université et j'ai pas réussi, et en fait, ce qu'on a pris souvent pour de la frustration chez moi, c'était pas de la frustration, c'était tellement c'était une déception immense, en fait. Et c'était pas une déception en mode je veux détruire les choses, c'était une déception en mode c'est pas du tout comme ça que je le voyais, et je trouve que ça mérite bien mieux. Et en fait, parfois, on peut être comme ça, alors bien sûr dans le respect, hein, mais on peut être peut-être émotionnellement un peu pris, un peu virulent,
Alors que d'un autre côté, en fait, c'est parce qu'on adore qu'on est virulent. Et je peux prendre des exemples comme ça par centaines. Hein. Prenons par exemple la police, sur lesquels j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Parfois, si je suis si virulent envers la police et envers des gens, des policiers qui partent complètement en vrille, mais c'est justement parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un système dans lequel on s'est dit, mais même les gens les plus faibles, on va les protéger, on va les défendre en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit dans un monde où le plus fort, il va écraser les autres, en fait. La liberté, c'est aussi pouvoir être protégé des gens qui vous veulent du mal, juste parce que eux sont mal, ou j'en sais rien, pour une raison X ou Y. Et c'est pour ça, en fait, parfois qu'il y a des gens qui s'énervent contre la police. C'est pas tant parce que ils sont en mode ah ouais, la police doit disparaître ou je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ils trouvent que la police mérite mieux. Et c'est pareil pour tout un tas de sujets, et donc c'est pour ça que je rebondis juste là-dessus, parce que je trouvais ça pertinent, intéressant, n'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment ça le sentiment que je vais installer, une sorte de gueule de bois. Oui, je sais, c'est nébuleux, mais vous allez comprendre. Je vais vraiment faire de mon mieux pour que ce soit assez clair. Et enfin, et ce sera subtil, je vais arrêter aussi de faire du contenu pour la rentabilité. C'est-à-dire que pour l'instant, je fais ma chaîne d'une façon professionnelle. Je scinde mon temps en deux, et c'est la moitié de mes revenus, c'est YouTube. J'arrête ça. Ça conditionne trop mes contenus, ça me fout dans une merde épouvantable, etc., etc. On va passer ça en détail, vous allez voir, c'est très, très, très complexe. Alors, il dit que c'est très, très, très complexe. Ce n'est pas vrai. Petite parenthèse, enfin, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, c'est faux! D'accord, Sam? C'est faux ce que tu dis! Non, c'est pas que c'est... Enfin, je comprends ce qu'il veut dire, mais en vrai, pour moi, c'est pas si complexe. Mais il faut juste savoir l'expliquer d'une manière. Il l'explique très bien, d'ailleurs. Mais on va revenir dessus après, sur la rentabilité. Donc, point numéro 1, l'algorithme. Concentrons-nous sur les faits. À un moment donné, j'ai fait le format méthode Z. J'y ai mis tout ce que j'avais en termes de moyens techniques, en termes de temps, en termes d'écriture. On aime ou on n'aime pas, c'est pas très grave. Toujours est-il que le succès n'a pas été au rendez-vous autant que je l'espérais. On a fait moins de vues que prévu, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai fait un produit dont je suis fier. J'ai fait le produit que je voulais vous proposer, et vous avez été réceptif à ce produit dans une certaine mesure. Et les scores que ça a fait ne me dérangent pas. Mais l'interface de YouTube me force à les trouver dérangeants. Alors, moi j'ai pas parlé de mon expérience sur YouTube parce que je vous l'ai déjà dit, elle est catastrophique de manière générale. Je trouve que YouTube malheureusement ne peut plus en vivre, sachez-le. Alors, encore une fois, oui on peut en vivre, mais vous allez voir, on va y revenir, mais la rentabilité n'est clairement pas au rendez-vous et c'est devenu très très compliqué de vivre de YouTube. Et en fait, moi voilà, moi j'ai la chance d'aimer beaucoup streamer, etc. Et d'avoir, voilà, je pense, d'avoir des idées dans le streaming aussi, qui sont tout aussi intéressantes. Mais concernant ce qu'il raconte là, justement, sur sur les chiffres en fait. J'aimerais vraiment revenir là-dessus parce que vous vous rendez pas compte comme c'est un point important. Les chiffres, c'est devenu d'une débilité sans nom. Mais je vous jure que c'est devenu débile. Et ça, moi je sais très bien pourquoi c'est devenu débile. Et parce que en fait, moi j'ai donc la chance de travailler aussi dans la publicité, hein, voilà. De travailler dans la publicité un peu, voilà, de temps en temps je fais des publicités, c'est ce qui me permet de survivre en fait. Et dans l'audiovisuel, dans la publicité, je suis assistant réalisateur, voilà, pour ne rien vous cacher. Et en fait, c'est vraiment, en fait, plutôt, comment dire, quand une entreprise, par exemple, mais même pas une entreprise, hein, mais même juste des gens qui travaillent dans la communication, vont regarder un contenu sur YouTube, vont regarder un YouTuber ou quoi que ce soit, il va juste regarder le nombre de vues. Mais c'est débile. Ça ne veut rien dire. Juste, ça ne veut rien dire. Et ça, il faut le comprendre, en fait. Et ça, la meilleure preuve que j'ai, c'est que, par exemple, moi, sur ma chaîne Twitch, hein, voilà, j'ai 10 viewers en moyenne, ok? C'est rien. C'est de la merde. À la fois, c'est rien, c'est ça qui est trop marrant, hein. Et à la fois, je suis dans les 5%. Il y a même, je crois que j'ai un pote qui avait regardé, qui m'avait dit que j'étais dans les 3% des plus gros streamers de la plateforme entière. Vous imaginez? Vous imaginez? Seulement 3%
de tous les streamers de la plateforme. Alors prenons pas ça en compte. Mettons cet argument de côté, disons-nous que bon, ça veut rien dire. Et prenons même les chiffres. Donc j'ai 10 viewers en moyenne. Je fais une compétition qui s'appelle le Tibul Challenge, qui est juste une compétition sur un jeu vidéo, machin, où on fait des règles un petit peu spéciales. Ces compétitions, où d'ailleurs on met des cash prizes de 100 € à peu près, 100 à 200 €. Donc c'est vraiment, je vous le dis, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout comparé à ce qu'on peut mettre. Hein, et par rapport à ce que les marques, je veux dire que ce soit les marques, que ce soit plein d'autres choses, pourraient mettre. Pour une marque par exemple, tu viens et tu dis 200 balles pour faire un cash prize, il te rit au nez. Hein. Il te rit au nez, ça il faut comprendre. Hein. C'est pas... et il te rit pas au nez parce que, oh mon dieu, c'est si cher. Il faut bien se comprendre que les échelles en fait de grandeur, les sommes qui sont mises dans la publicité, vous vous rendez pas compte, c'est énormissime. 200 balles, le mec, il devrait être en train de pleurer de joie, tellement c'est peu. Soit. Ça c'est, on y reviendra après. Mais donc, je fais une compétition, et en fait, dans mes compétitions, il faut savoir que j'arrive jusqu'à 40, 50 viewers à peu près. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand tu as une moyenne qui est assez élevée, voilà, donc moi je réussis à doubler, voire tripler ma moyenne hein, de viewers. Eh bien, parce que je dis ça, parce que je fais, voilà, je dis 40, je pointe à 40-50, mais on va dire en moyenne, je suis autour de 25-30 viewers en moyenne, quoi, donc sur tout le stream. Mais ça tourne, donc il y a des gens qui passent. Et donc je touche, je sais pas, moi, 200 personnes, peut-être 300, je sais pas. Et en fait, et ben malgré ça, figurez-vous que, donc moi je suis content. La dernière fois, le Tibul Challenge, il a fait à peu près les mêmes résultats, donc à peu près 2 à 3, 4 fois ce que j'ai fait en moyenne d'habitude. Et pourtant, on peut pas être content, on doit se dire, mais putain, c'est pas assez. Ah ben merde, il faut plus. Ah bah non, il faut viser plutôt 100 à 200 viewers en moyenne. Mais, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que j'ai 200 personnes qui passent sur ma chaîne Twitch, en fait. Mais par exemple, moi, par rapport à d'autres streamers qui sont, je vais dire, quand on est dans le même ordre de grandeur, hein, bah en fait, moi, j'ai la chance d'avoir une communauté active. Et donc, moi, ça arrive, hein, je passe sur des streams avec des gens qui ont 100 ou 200 viewers, et leur chat, il est mort. Alors, c'est pas négatif, hein. Je dis pas qu'ils sont nuls, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, ils ont un autre type de public. Ils ont un public qui va regarder, qui va mettre de côté, et qui va juste écouter. Un peu comme vous devez être en train de faire en ce moment. Et donc, pour une marque, par exemple, ce sera moins intéressant de faire de la publicité chez quelqu'un comme ça, parce que effectivement, en fait, les gens ne sont pas forcément attentifs à ce qu'ils vont écouter, à ce qu'ils vont regarder. Par contre, une chaîne, par exemple, pour prendre un même ordre de grandeur, mais donc une chaîne qui fait effectivement une moyenne de 25 ou 30 ou 40 viewers, et qui par contre a des gens qui sont actifs tout le long, qui parlent, qui discutent, et que c'est une compétition, donc les gens veulent voir la finale, etc. Mais vous vous rendez pas compte, mais à 200 balles, mais c'est gratos hein, pour eux. C'est donné, hein. C'est donné, tout simplement. C'est, je veux dire, si on doit... Allez, si on doit regarder, vous savez que ces marques, elles font parfois des vidéos, je déconne pas, hein, des vidéos filmées qui coûtent 5 000 ou 10 000 € à produire, qu'elles vont mettre sur leur chaîne YouTube et qui feront 100 vues, hein. Et puis point barre, hein. Et dans les 100 vues, vous aurez 50%, c'est des collaborateurs, hein. Et personne ne va regarder leurs vidéos. Mais voilà. Aujourd'hui, là comme ça, souvent comme c'est des vidéos en interne, ils s'en foutent. Parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais dès que c'est externe, dès que c'est pour la publicité, par contre, ils vont regarder ton nombre de vues, ils vont faire « Ah ouais, mais non, tu vois là, t'as que 1000 vues, hein. Ah bah non, c'est pas intéressant, hein. » Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Évidemment, ça veut rien dire 1000 vues. Et donc, on est sur une culture du chiffre, mais complètement absurde, complètement débile. On va continuer parce que sinon on ne finira jamais cette vidéo. Préparez-vous à une vidéo longue. Hein. Vous allez comprendre. Après, j'ai fait le format « On vérifie ». Et alors là, les vues ont été au rendez-vous à chaque fois que je mettais le mot OVNI. Voilà, alors là, on faisait des 100 000, des 200 000, etc. contre les 20-30 000 de méthode Z. J'ai eu...
Donc ça rejoint ce que je vous disais. En fait, il y a des mots-clés vraiment. Donc par exemple, si je mets Squeezie dans, une vidéo, dans la description d'une vidéo ou sur le titre, bah forcément, elle va faire plus de vues. Point barre, c'est tout. Même si Squeezie n'est pas dedans, même si je sais pas, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. L'audace. Mais c'est absurde, parce que ça renforce juste ça renforce juste la réputation de ces gens qui sont déjà connus. Et en fait, au final, bon, on va pas parler de Squeezie toute la journée, par exemple. Je vais pas faire des vidéos que fit Squeezie qui n'est pas là. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. De vouloir vous proposer un petit format vlog, si vous vous rappelez bien l'année passée, qui s'appelait La Parenthèse, et ça a été une catastrophe. Pas en termes de C'est déjà pris! Attention, c'est déjà pris, Sam! Fais gaffe, hein! J'ai déposé! vues. Comprenez bien ce truc-là, il faut vraiment que vous compreniez ça. Certes, les vues n'étaient pas au rendez-vous, mais ça, c'était prévu. Je m'attends bien, évidemment, à ce qu'un petit vlog n'ait pas autant de succès qu'une vidéo vachement bien construite. C'est normal. Le problème, c'est que maintenant, sur YouTube, quand vous faites ça, vous êtes pénalisé. Ok, vous êtes pénalisé. Retenez bien ce principe de la pénalisation. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui est un peu moins bon, moins bon d'ailleurs ça veut dire quoi, qui attire un peu moins de vues, ou qui fait des moins bonnes statistiques, c'est tout votre travail qui en souffre après. Et en fait, même juste la vidéo ne devrait pas en souffrir, elle fait juste moins de vues, et puis voilà, mais vous avez fait ce que vous voulez. Et toute l'interface de YouTube et tout le système YouTube est fait pour vous pousser à éviter ça à tout prix. Et ça, je l'ai bien vu quand j'ai sorti le format Punchline, qui cette année devait juste ponctuer la chaîne. Hein. La vache, j'en ai sorti 2, et j'ai perdu des centaines d'abonnés en une fois. J'ai perdu des stats qui ont dégringolé de partout, sur l'ensemble des vidéos, sur toute la chaîne, parce que j'ai eu l'audace de sortir 2 vidéos qui ont fait 15 000 vues. Ça, c'est pas normal. Ça, je suis désolé, mais il faut pas avoir un QI de 240 pour comprendre que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un algorithme soit programmé dans l'art pour que les vidéos fassent à chaque fois plus de vues. Ça n'a strictement, mais alors strictement, aucun fucking sens. Vous imaginez, ça voudrait dire qu'au travail, hein, donc pour comparer, hein, ça veut dire que par exemple, vous avez un boulanger, et ben chaque jour, ses pains doivent être meilleurs. Sinon, les gens arrêtent d'acheter chez lui. Chaque jour, hein, à chaque fois qu'il fait un pain, ou une tarte, hein, si vous préférez, j'en sais rien, moi, elle doit à chaque fois être meilleure, mais forcément. Parce que sinon, ah bah non, hein, ah non, hein. Et je peux vous prendre des exemples comme ça, voilà, un journaliste, chaque jour, doit faire, voilà, chaque semaine, s'il fait un article par semaine, bah il doit, chaque semaine, que son article, le prochain article doit être meilleur. Voilà. Et donc, que les lectures sur son article, même si c'est sur les hamsters, hein, tu vois, un sujet peut-être un peu de niche et tout, non, 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 il faut qu'il soit lu par X nombre de personnes, sinon on le vire. Et on est dans une rentabilité, mais complètement absurde et hors norme. Mais hors norme, vraiment. Ça n'a aucun sens. Et je veux dire, c'est vraiment, et ça moi je pense que c'est plus le côté américain. Hein. Il n'y a qu'en Amérique où on peut penser comme ça. Alors j'exagère, bien sûr, amis américains, bien sûr. Je dis ça, mais c'est pas qu'en Amérique, c'est une manière de penser, hein, mais complètement débile. Et je veux dire, c'est même, enfin, je veux dire, enfin, vous comprenez comment ça ne permet pas aussi à des petits youtubeurs de pouvoir émerger. C'est impossible. C'est impossible parce que dès que tu fais un truc un peu original, bah, s'il est foiré, regardez ma chaîne YouTube. Je vous invite à regarder ma chaîne YouTube Tibule. Parfois, je mets des rediffs, elles font 20 vues. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Les gens, ils vont pas se mater 3h30 d'un tournoi, forcément. Voilà, je les mets un petit peu pour les garder en tête, pour garder une trace, en fait, de ça. Et aussi parce que je me dis, bon, on sait jamais que, voilà, ça sert aussi un peu de portfolio auprès des marques, pour montrer un peu ce qu'on fait, déjà, avec 0 €. Bon. Et du coup, j'ai des vidéos qui vont faire 20 vues. Puis après, j'ai des vidéos, voilà, tout à coup, qui vont être un peu plus drôles et qui donc vont faire plus de vues. Mais, je sais pas comment le dire, mais c'est impossible en fait. C'est impossible de faire constamment des vidéos qui vont être toujours de mieux en mieux, de manière professionnelle et surtout sans faire de la merde.
Parce que oui, bien sûr que je pourrais faire des reacts sur les vidéos de Squeezie. Bien sûr que je pourrais faire d'ailleurs des choses qui m'énervent un peu, mais... et je les critique pas, hein. Je connais des streamers, des youtubeurs qui font la même chose. Chacun son contenu et ce qu'il aime faire. Moi, j'aime pas faire ça aussi, donc ça m'aide bien. Mais par contre, désolé, mais quand tu es un gros youtubeur, pourquoi vous croyez qu'ils lisent des threads Twitter parfois ou des threads Reddit ou quoi? Mais parce qu'ils sont obligés de faire de la rentabilité. Ils doivent sortir X vidéos par mois. Et dans ces vidéos, il faut que jamais ça aille en dessous d'un certain seuil. Mais comment voulez-vous faire des choses qui sont artistiquement risquées, qui vont peut-être aussi, parce que vous savez, ici on parle aussi de politique, mais qui vont même remettre en question, je vais dire, la société dans laquelle on vit, ce qui est le but de l'art, hein, de manière générale, de manière basique. C'est le but, normalement, du divertissement. C'est pas juste d'être bête devant son écran et de regarder un truc dont on s'en bat les reins. C'est aussi, même si c'est divertissant, même dans les films, les blockbusters et tout, il y a toujours un sous-texte. Alors parfois il est pourri, parfois il est extraordinaire, ça je dis pas, mais il y a toujours quelque chose qui est dit. Parfois ça valide le système dans lequel on est, parfois ça le critique, parfois... Vous voyez ce que je veux dire? Et forcément, en fonction de sa vision du monde, ça va, j'allais dire l'altérer, mais c'est pas l'altérer, mais ça va l'influencer. Mais du coup, forcément, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que, en fait, ça devrait te pousser à prendre des risques, en fait. Ça devrait te pousser à faire des choses qui, parfois, ne vont peut-être pas marcher. Mais tant pis, c'est pas grave, en fait. C'est normal aussi d'expérimenter des choses et de voir que ça marchait, mais ça marchait pas, de se remettre en question, de se dire, bah peut-être que voilà. Ou alors, parfois aussi, de faire des projets perso. Tu sais que ça va pas plaire aux gens. Tu le sais. Mais tu veux le faire juste pour le faire, quoi, tu vois. Parce que voilà, maintenant t'as la chance, t'as le nom, etc. peut-être, ou t'as les moyens, et tu te dis, tu sais quoi, YOLO, je vais faire un truc juste full artistique. Et ben aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué. 15 000 vues. Est-ce que on a oublié ce que c'est 15 000 personnes qui regardent quelque chose? J'ai des collègues youtubeurs qui pleureraient pour avoir 15 000 vues. Et moi, j'ai 15 000 vues et je suis pénalisé. C'est-à-dire, c'est pas juste, ça marche pas bien et ça intéresse pas grand monde. Non, ça c'est pas grave, je peux m'accommoder de ça. C'est normal en fait de proposer des trucs qui marchent plus ou moins bien. Si vous avez vu les vidéos sur la réduction à la moyenne par exemple, bah, vous savez que dans la vie, on tape dans une moyenne et parfois on tape plus haut et parfois on tape plus bas. C'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, dans l'interface de YouTube, il y a un top 10. Quand vous êtes youtubeur, vous avez un top 10 de votre dernière sortie. Vous n'avez pas un top 10 de l'entièreté de votre chaîne, vous avez un top 10 de vos 10 dernières vidéos. Et ce top 10 est classé en fonction des vues, en fonction de tout un tas de paramètres, mais c'est principalement les vues qui font bouger la vidéo dans le truc. Parce que les vues, c'est un peu le résultat final de toutes les statistiques entre elles. Même si YouTube prétend vouloir optimiser le watch time, mais on a bien vu sur d'autres chaînes que même ça, c'était pas suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que vous tapez dans le top 5, tant que vous faites des vidéos meilleures que les précédentes en termes de vues, hein, pas intrinsèquement meilleures, en termes de vues, c'est-à-dire qui attirent plus de public, tout simplement, quel que soit le moyen, l'émotion, les ovnis, peu importe, une vignette putaclic, tant que vous faites toujours meilleur, vous êtes mis en avant par YouTube. Dès que vous faites en dessous du top 5, tout votre travail est pénalisé. Alors, j'ai pas une preuve formelle qu'il y a un fonctionnement dans l'algorithme qui fait ça. Je constate, simplement. Et beaucoup de youtubeurs... De toute façon, je vais pas vous mentir, mais en fait, c'est pas important. C'est pas important de savoir si c'est la réalité ou pas. En fait, moi pour ma part, hein, ça c'est une opinion personnelle, mais en fait, moi j'ai remarqué que... Moi j'ai longtemps, très longtemps. Moi ça fait depuis 2000... ça va bientôt faire... Bah oui, depuis 2012, donc ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube. Moi j'ai commencé à 17 ans à faire des vidéos. J'ai longtemps cherché à comprendre l'algo, longtemps essayé de trouver les trucs qui pouvaient marcher et tout. L'algo n'a pas de sens. L'algo n'a pas de sens. Il n'est pas là pour mettre en avant du contenu qui est propre ou soigné. Il n'est pas là... Voilà, tu peux mettre un son pourri, tu peux avoir une vidéo avec un son de merde et quand même être mis en avant.
Parce qu'à un moment donné, j'avais comme théorie que peut-être que c'était en fonction, tu sais, qu'il analysait le truc du son et que en fonction de s'il était propre ou pas, il mettait en avant. La qualité de l'image, ça à un moment donné, c'était le cas d'ailleurs. Au début de la HD, il mettait en avant plus les contenus en HD que les contenus classiques. Voilà. Donc maintenant, c'est plus trop le cas puisque tout est en HD d'office. Et c'est comme ça, en fait, l'algo n'a juste aucun sens. L'algo, vraiment, je vous jure, c'est fait par des... Alors, j'ai pas envie d'insulter les devs qui sont derrière parce que je crois que c'est pas rien, mais c'est pensé par des gens qui n'y connaissent rien. Mais rien du tout, je vous jure. Et comme il dit, 15 000 vues. Mais en fait, c'est pas en tant que tel, parce qu'il dit, c'est vrai, mais il dit que c'est important, qu'on se rend pas compte. Et c'est vrai qu'on a plus conscience du chiffre. Mais en tant que tel, en fait, on s'en fout du chiffre. C'est pas le chiffre qui est important, en vérité. Qu'est-ce qui est meilleur? Une vidéo qui fait 15 000 vues, mais qui va avoir 100 commentaires? Ou une vidéo qui fait 50 vues, mais qui va avoir 30 commentaires? Faites la proportion. Quelle vidéo sera la plus rentable pour vous? En fait, c'est ça qu'il faut réfléchir. Mais évidemment, comme on a des gens, et je vous jure que ça marche comme ça. Les gens qui gèrent ça sont des bolos, sont complètement déphasés. Ils n'y connaissent rien. Ils font un boulot qu'ils ne maîtrisent pas. Et je vais vous le dire de manière générale, dans la communication, les gens ne maîtrisent pas du tout la communication. J'ai dit bien en général. Ne me sortez pas Jean-Michel de la com qui fait bien son travail, lui, etc. Non, bien sûr qu'il y en a qui font bien leur travail et qui comprennent très bien comment ça marche. Mais je vous jure, pour en avoir vu beaucoup, pour en avoir présenté des projets à beaucoup d'entre eux, ils ne savent pas du tout comment ça marche. Se sont plaints de ce top 10. Et la réaction de YouTube, ça a été apparemment, ils l'ont peut-être pas encore fait, j'en sais rien, mais apparemment ils vont mettre un bouton pour masquer le top 10. On a l'habitude maintenant à YouTube, ça fait longtemps. Sans déconner. Donc quand on travaille pour une plateforme qui se fout de notre gueule à ce point-là, mais qui en plus risque, par ces changements soudains de politique, de gâcher 8 ans de travail que vous avez mis derrière vous, 8 ans de travail qui a, mine de rien, changé des vies, été utile pour des gens qui sont sortis de mouvements sectaires, etc., etc. C'est inadmissible. Je peux pas gâcher 8 ans de travail parce que j'ai l'audace de vouloir sortir des vlogs. Faut arrêter les conneries, quoi. Si vous prenez le temps d'y réfléchir, ce que ça a comme conséquence sur la création des contenus, en plus de ça, c'est que ça pénalise l'audace. Vous n'osez plus tenter des choses. Ça, c'est exactement ce que je vous disais. Merde, j'ai oublié de le mettre en plein écran, je suis désolé. De peur d'avoir une vidéo qui a un mauvais résultat, ce qui influencera les vidéos suivantes et l'ensemble de votre travail. Vous n'osez plus tenter des choses. Vous avez l'impression de faire du mal à votre bébé, de faire du mal à votre création. C'est ça que ça crée comme sentiment. Et ça, vraiment, j'insiste, vraiment. Parce que je pense que, pour le coup, les métiers artistiques ont cette différence principale, et surtout sur YouTube et tout. En fait, quand tu crées quelque chose de tes propres mains, il n'y a rien à faire. Je vous jure, tu mets vraiment de la personnalité. Et ça peut être des choses que tu fais avec... voilà, je veux dire, ça ne change pas si tu es sculpteur ou quoi que ce soit, en fait. Dès que c'est un projet que tu fais toi-même et que tu veux bien le faire, en fait, tu y mets forcément du cœur. Et en plus, dans l'art, n'oubliez pas aussi qu'il y a cette façon où tu as une certaine liberté, en fait. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que tu as une liberté de pouvoir faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux, presque sur YouTube. Mais en fait, c'est très chouette et en même temps, c'est pas ça. C'est pas ça que tu veux faire. Le but, par exemple, moi voilà, ici sur la parenthèse, je vous parle comme ça, mais je vous parle pas comme si j'étais en débat, ou je vous parle pas, voilà, je veux faire les choses différemment de quand, par exemple, je débat avec des amis, et où parfois je peux m'emporter, quand je parle avec des gens, et que oui, effectivement, parfois, je peux être un peu trop extrême, parce que la personne en face m'agace, ou j'en sais rien. Voilà, donc, je vais dire, et ça, c'est une part de moi, un peu, que je mets dedans, parce que je veux que ce soit propre. Pareil, parfois je veux réagir à chaud à des sujets, et ben je me dis non, je vais pas le faire. Je vais attendre du temps parce que là, je sais pas vraiment ce que je pense et ça va être de la merde. Et je veux que ça reste sincère. Je veux qu'il y ait un côté vraiment
authentique. Voilà, j'en parlais la dernière fois dans une autre truc. Bon, bref. Et en fait, ça, c'est vrai déjà. Donc, vous imaginez, rien que dans des vidéos bêtes, je veux dire, comme maintenant. Mais alors, chez Tibul, là où je fais des vidéos sur YouTube, où je fais vraiment de l'artistique, mais putain, je vous jure que moi, je réfléchis mes textes, je réfléchis ce que j'écris, je réfléchis vraiment tout ce que je crée. Mais à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde, en fait? Et voilà, et ça peut être con, hein. Je veux dire, vous créez un personnage. Voilà, la dernière vidéo que j'ai dû faire, c'était, je faisais une parodie d'un politicien. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? La parodie d'un politicien de droite? La parodie d'un politicien de gauche? La parodie d'un politicien commun? Est-ce que vous voulez taper sur la droite? Est-ce que vous voulez taper sur la gauche? Ou sur les deux? Est-ce que... Voilà, c'est con. C'est très con, hein. Mais c'est ce qui va définir votre personnage. Et c'est très important, en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est ça qui va rendre crédible votre personnage. Et si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais dedans. Et si vous faites... Et c'est pour ça, moi, ça m'agace que je regarde parfois des youtubeurs qui font des trucs hyper plats. Mais hyper plats, quoi. Et je suis là, mais genre quand je veux dire hyper plat, c'est que les personnages, bah, c'est des personnages, ouais, bon, ils sont gentils, mais ils sont gentils mais pas trop, mais ils sont méchants mais pas trop. Et ils vont avoir un obstacle dur mais pas trop, avec après quelqu'un qui va les aider, qui est gentil mais qui n'est pas non plus complètement gentil mais pas complètement méchant, mais et voilà. Et en fait on n'a pas, en fait on manque de la nuance, on manque du message qui veut être dit. Et c'est d'ailleurs un reproche à l'époque, j'ai pas vu son dernier court-métrage d'ailleurs, mais je sais que Cyprien, je trouve que il est un peu là-dedans, un peu moins, enfin j'ai l'impression qu'il essaye d'équilibrer, mais il est beaucoup là-dedans dans ce truc de, voilà, je veux que le message soit le plus apolitique possible comme ça, vous voyez? Sauf que c'est pas possible parce qu'on a tous des idées, on a tous des influences, on a tous des pensées, et c'est normal en fait, tu peux pas faire juste des personnages, sinon ils deviendront plats, ils ont pas de personnalité alors, vous voyez? Je veux dire, je sais pas, moi, c'est normal en fait. Mais enfin, c'est juste normal en fait. Donc voilà. Et comme il le dit, pour ça, alors après, ça demande de l'audace. Parce que en fait, tu vas forcément dire des choses que peut-être que les gens liront autrement, peut-être que les gens seront pas d'accord. Mais en fait, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut aussi faire des erreurs dans la vie. Ça arrive. Ça arrive aussi parfois de penser des choses et puis de changer d'avis avec le temps. Enfin bon, bref. On continue. C'est pas tenable, ça. C'est absolument pas tenable. Et avec ça, vous l'avez vu ces derniers temps, j'y ai ajouté une couche que sont les sponsors. On en reparlera dans la partie dédiée à la rentabilité de la chaîne, mais j'ai tout essayé pour rendre cette chaîne rentable. La Trocup qui a foiré, les sponsors qui posent de gros problèmes, j'en parlais maintenant, les sponsors pour des plus petits et des PME ou des youtubeurs, etc., qui ont posé aussi des problèmes. J'ai vraiment tout essayé. Là maintenant, y a des sponsors qui veulent me payer pour mettre des pubs à la con sur mes vidéos. Je vous le dis tout de suite, vu la merde dans laquelle je suis, je les accepte. Le problème des sponsors, c'est qu'ils enfoncent encore plus dans cette logique du toujours plus, toujours mieux. Parce que là maintenant, comme ma rentabilité fonctionne aussi avec les sponsors, mais si je fais des vidéos qui font moins de vues, c'est aussi ça que je risque de perdre. Et donc, je suis pris, mais en tenaille, pour faire plus de vues, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas. Ce n'est pas... Et c'est là où moi, je vais vous parler plus personnellement des sponsors. Donc, parce qu'en fait, je trouve que mon point de vue est vraiment, pour le coup, pertinent. Donc, moi, je suis belge. Je pense que Mister Sam aussi, d'ailleurs. Moi, je suis belge. Et en Belgique, il faut savoir, parce que... voilà, c'est assez différent de la France, mais en Belgique, le côté justement du streaming, précisément, n'est vraiment pas développé. Quasiment pas. Donc, c'est à la fois négatif, parce que bah, ça veut dire que c'est difficile, on doit amener quand même des choses qui sont parfois nouvelles, des concepts qui sont nouveaux, à des entreprises qui ne connaissaient peut-être pas ça. Et à la fois, c'est très cool, parce que ça veut dire qu'il y a de la place. Contrairement, par exemple, en France, où vous avez des très grands noms et qui aspirent un petit peu, pour le moment, toutes les vues, quoi. C'est parfois assez compliqué. Et en fait, c'est là où, où c'est assez intéressant.
Donc moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je me suis vraiment lancé je dis temps plein, mais un maximum de temps sur ma chaîne Twitch, parce que je veux vraiment que ça marche, et que ça réussisse. Et que je suis parti du principe que comme justement, il n'en existait pas beaucoup en Belgique, je pense que c'était l'occasion de lancer quelque chose et de pouvoir, parce qu'en plus, maintenant, ça fait 6 ans que je fais de l'audiovisuel, donc je pense que j'ai l'expérience pour pouvoir amener du contenu, parler notamment de budget, tout en étant cohérent avec les prix, etc., sans non plus, faire peut-être des erreurs que j'aurais pu faire si j'avais aucune connaissance. Et donc j'ai commencé comme ça, à aller voir des entreprises, à discuter, à échanger, à parler fric. Alors déjà, une première chose que les gens doivent se mettre en tête, hein, c'est que je ne sais pas quel est le pourcentage exact, mais ne rêvez pas. Des gens qui explosent du jour au lendemain, c'est très rare. Mais vraiment très rare. C'est peut-être 1% des créateurs. Peut-être 5, allez, soyons optimistes. Mais je peux vous jurer que c'est pas plus que ça. C'est clairement pas plus que ça. Donc, comment on fait? Comment on fait pour réussir autrement? Parce que, ok, il y en a 5% qui ont eu la chance, mais le reste, alors? Parce qu'il y a quand même des gros streamers, entre-temps. Eh ben, il faut bien avoir conscience que si aujourd'hui on a des gros streamers, c'est aussi parce que YouTube, notamment, et Twitch, ont été des plateformes qui ont permis de donner de la chance à des gens qui n'avaient aucun moyen. Quand YouTube a commencé à mettre la monétisation et que des gens ont commencé à pouvoir en vivre, c'est là aujourd'hui, hein, tout le monde est nostalgique de cette époque. Mais les gars, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, tu ne peux plus vivre en ayant, je sais pas, un bon concept, mais 1000 abonnés. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible et je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Donc vous avez 2 sources de revenus. On va commencer par la plus simple, YouTube. Donc imaginons, vous sortez une vidéo par semaine et vous avez 1000 abonnés. Je vous cache pas que moi, pour le moment, je gagne 3 € par mois, je crois. Je fais à peu près ça, une vidéo par semaine, qui n'est pas travaillée. Alors il y en a qui font plus de vues, d'autres moins. Mais je gagne 3 € par semaine, ok? Par mois, pardon, par mois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, il faut bien avoir conscience que le ratio était bien plus élevé. Pourquoi il était bien plus élevé? Parce que, en fait, YouTube, ce sont des clinches. C'est-à-dire que, plutôt que de se dire, à la télévision, parce qu'il faut se rappeler aussi, hein, en 2011, enfin on va dire même un peu avant, YouTube c'était rien. Donc quand ils devaient vendre des annonces sur YouTube, évidemment, ils devaient proposer des prix qui défiaient toute la concurrence. Ils devaient avoir des revenus sur la quantité, pas sur la qualité par exemple. Mais aujourd'hui c'est plus le cas, forcément. Mais pourtant ils sont restés dans cette logique-là en fait. Donc comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous pouvez, vous, faire de la publicité sur YouTube. Et comme ça, mettre 50 balles et toucher 1000 personnes. Mais c'est débile. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'en réalité, déjà, c'est un peu comme la publicité à la télévision. Vous savez combien ça coûte de mettre un spot télé, de payer un emplacement de publicité à la télé? Et je vous dis, ça coûte pas... allez, si on fait, voilà, 50 € pour 1000 personnes, ça veut dire que donc, pour toucher peut-être 100 000 personnes, ça veut dire 5000 €, d'accord? Oui, c'est ça. Mais à la télé, vous en payez peut-être 15 000, 20 000, 30 000. Qu'est-ce que vous croyez? Pour toucher 100 000 personnes? Même une petite chaîne? Pff. Et le pire, c'est qu'à la télé, en plus, ils fraudent. Enfin, ils fraudent. Attention à la télé, hein, m'attaquez pas. Mais à la télé, il faut savoir qu'ils ont un système où ils mettent comme ça des petits boîtiers chez des gens, hein, chez une centaine de personnes. Ils regardent ce qu'ils regardent toute la semaine, et puis après ils extrapolent, voilà. Donc si vous êtes en France, alors c'est peut-être 100 personnes, c'est peut-être 1000 personnes, mais imaginons que ce soit 1000 personnes, 1000 boîtiers chez 1000 personnes, et ben après il faut, ok, alors les 1000 personnes ont regardé X% ça, X% ça, ok, on multiplie par 60 millions, et puis c'est bon, on a le chiffre. Mais dans ces personnes, il y en a qui ont mis des trucs en fond parce que ils voulaient juste avoir un truc en fond à la télé, ils faisaient même pas attention, ou alors parce qu'ils avaient des invités, ou j'en sais rien. Il y a des gens qui regardent mais sans regarder, il y a ceux qui sont endormis devant le programme télé, hein, on vous reconnaît les parents.
Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est même pas qualitatif. C'est même pas genre, ah, bah, tu sais qu'en payant 30 000 euros, les gens vont forcément voir ta pub et forcément l'avoir en tête. Et ce qu'il faut avoir conscience, et c'est là où c'est vraiment chien, les sponsors sur Internet, et c'est là qu'on va arriver au second point, la seconde source de financement qui sont les sponsors, eh bien, c'est que, en plus, quand vous faites de la publicité en sponsor, n'oubliez pas que les gens vous regardent, en fait. Les gens vous écoutent. Et vous avez une image. Vous avez un contenu autour, en fait, qui l'englobe. Et donc, il faut savoir que, par exemple, si vous faites de la publicité sur une vidéo, par exemple, Mr. Sam fait une publicité sur une vidéo, elle fait 10 000 vues. Si vous faites la même publicité à la télévision, mais vous toucherez 10 fois moins de gens. Mais genre, vraiment, 10 fois moins. Sauf que, et c'est là tout le bazar, c'est que YouTube, en fait, si vous regardez, bah, ils perdent de l'argent. Mais YouTube et Twitch, pourquoi vous perdez de l'argent? Ah, mais c'est vrai que c'est marrant, parce que, effectivement, quand tu proposes des publicités à 50 balles pour toucher 1000 personnes, les marques, quand elles vont mettre 50 000 euros dans de la publicité sur Internet, elles vont toucher 10 000 fois plus de gens que à la télé. Et en fait, c'est ça qu'on comprend mal, en fait. C'est que YouTube, c'est pour ça que je dis que ce sont des clinches, c'est qu'ils ne savent pas vendre de la publicité sur leur plateforme. Ils ne savent pas faire, par exemple, dire par exemple aux annonceurs, écoutez, on va faire différents, parce qu'il y a plusieurs moyens, faire différents paliers de publicité. Et par exemple, si vous voulez être diffusé chez des gros streamers ou chez des gros youtubeurs, eh ben vous payez X montant. Si vous voulez être publié juste sur internet de manière lambda, sur des vidéos qui vont peut-être marcher, peut-être pas, vous savez pas, boum, vous payez X montant, vous payez moins cher. Exactement comme à la télé. Les publicités qui se trouvent avant le journal télévisé coûtent bien plus cher que les publicités que vous mettez à 4h du matin, où personne n'est réveillé, tout le monde dort. Voilà. Mais non, YouTube, c'est des gens, je sais pas, voilà, c'est pas des gens qui font du marketing, hein. C'est pas des gens, enfin, ils font du marketing justement, et c'est une part du problème, hein. Et c'est là où, donc, YouTube négocie mal ses pubs, donc après, évidemment, je vous cache pas que, après, payer les gens, laissez tomber. YouTube, en plus, sachant que c'est une société qui veut se faire un maximum de fric, non. Ils sont déjà même pas eux en positif, donc laisse tomber, les gens, ils les payent vite fait, quoi. Parce qu'on pourrait aussi parler, par exemple, des musiques qui sont sur YouTube. Est-ce qu'il faut payer les gens qui mettent leur musique sur YouTube? Est-ce qu'ils devraient pas juste payer des droits? Ou j'en sais rien, parce qu'en même temps, ça leur donne de la visibilité et tout. Bon. Bref. Partons maintenant sur un peu cette deuxième phase, qui est les annonceurs. Et les annonceurs, je vous dis, ce sont des gens, encore une fois, qui ne maîtrisent pas leur sujet. Ils ne maîtrisent pas leur sujet. Parce qu'en fait, il faut bien avoir conscience que payer en fait une publicité sur un YouTuber ou un créateur, c'est pas comme payer une publicité juste, voilà, que vous auriez pu faire sur Facebook. En fait, il y a une vraie mentalité dans le marketing qui est que les petits YouTubers et les petits streamers et tout ce que vous voulez, hein, petits / moyens, hein, parce que même les moyens, c'est parfois compliqué, eh ben, ils filment avec leur téléphone. Et donc, moi, on m'a déjà dit, hein. Mais non, en fait, y a pas la... Ah, je suis désolé, hein. Mais vous avez demandé 500 €. Ah, mais y a pas le budget, mec. Y a pas le budget. Tu pourrais pas nous le faire gratos? Et en échange, peut-être que plus tard, si ça marche, on fera un truc. Mais non, évidemment que je peux pas faire gratos. Évidemment que non. Évidemment que non, je peux pas faire gratos. Il y a des... Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui vont accepter. Parce qu'en fait, il y en a qui vont débuter ou qui n'y connaissent rien, qui vont se dire, bah tiens, c'est déjà bien d'avoir une marque. Moi-même, je veux dire, j'ai déjà accepté des marques qui m'ont rien donné, ou juste des trucs de merde. Et en fait, vraiment, le problème dans sa globalité est là. C'est que les marques n'y connaissent rien, et en fait, ne veulent pas... Et il y a un vrai truc, hein, préfèrent dépenser 50 000 € sur un gros streamer ou un gros YouTuber, plutôt que payer 1000 €, 50 petits par exemple. Ou même pire, 500 €, parce que je vous jure que même pour 500 balles, moi je fais une sponsor hein, sur ma chaîne. Je suis, mais là vraiment, hein, je vous le dis, hein, sur Twitch, pour le moment, chez moi, c'est la merde totale. J'ai pas d'argent.
Les sponsors que j'ai, il y en a pas. Et je vous le dis, j'ai contacté des centaines de marques et toutes, c'est la même chose. Elles ne prennent aucun risque. Et quand je dis qu'en plus, elles ne prennent aucun risque, c'est faux. Elles préfèrent payer plus cher, mais se dire « Ah, bah là, ça va aller parce qu'il y a des gens, ils vont faire les vues !» Plutôt que de se dire « Mais attends, peut-être que ce petit YouTuber, ce petit streamer, bah peut-être que, voilà, en lui payant 500 €, nous, notre image, elle sera positive pour la marque. En plus, le streamer et le YouTuber, il sera content. Et peut-être qu'en plus, à la longue, ça nous coûte pas cher, parce que ça coûte rien du tout. Attendez, vous imaginez, produire, ça veut dire que vous avez 50 productions de vidéos. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. 50 productions de vidéos pour... Enfin, ça fait 50 pubs, en fait. 50 pubs à 1000 balles la pub. Et si vous trouvez ça beaucoup, vous n'imaginez pas combien coûtent les tournages que je fais en publicité. Vous n'avez pas conscience, en fait. Vraiment. On parle en 5... C'est minimum 5 000 €, et encore ça c'est quand c'est petit, mais ça peut être 10 000, 20 000, 30 000 €. Parce qu'après, je vous rappelle qu'en fait, l'audiovisuel, c'est pas que moi derrière ma webcam. Ici, oui. Mais théoriquement, en fait, il y a des monteurs, il y a des cadreurs. En fait, quand tu veux faire quelque chose proprement, t'as besoin d'avoir des professionnels du métier. Alors, je dis pas, moi, à mon niveau, en stream sur Twitch, j'ai pas forcément besoin de ça. Mais par exemple, moi, j'ai besoin de publicité. Moi, j'ai besoin d'être vu. J'ai besoin de savoir si les gens vont accrocher ou pas à mon contenu sur Twitch ou autre. Parce que j'ai déjà un public, j'ai déjà des gens qui sont là. Mais malheureusement, je suis arrivé au bout du bouche à oreille. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, mon but, c'est d'atteindre de nouvelles personnes. Mais à part prier pour que l'algorithme me mette en avant, bah, ça passe par la publicité. Ça passe par ces fameux sponsors, là, à 50 balles. Mais moi, j'attends que ça, en fait, de pouvoir payer, pourquoi pas, un peu de publicité, ou de pouvoir investir même dans du matériel, ou de pouvoir faire des giveaways, etc. De la promotion comme n'importe quelle société, en fait. Mais je ne peux pas. Parce qu'on est littéralement dans un système où, en fait, les artistes, soit ils ont percé et tu les payes, soit ils n'ont pas percé et tu t'en bats les couilles. Mais s'ils n'ont pas percé, en fait, ils vont jamais percer sans argent. Ce n'est impossible. C'est impossible, je vous dis, c'est 5% peut-être des créateurs. Même pas. Bon, on finit? Possible. Les paramètres ne se mettent pas en adéquation. Et le résultat, c'est que j'ai juste l'impression que YouTube me met dehors, en fait. Petit à petit, YouTube me pousse vers la porte. Et c'est la sensation que beaucoup de producteurs de contenu ont en ce moment. Vous savez, pour moi, les stats, ça devrait être un simple indice. Le truc que vous allez regarder quand vous vous dites, tiens, est-ce que ça a été bien reçu ou est-ce que ça a été moins bien reçu parce que je suis pas totalement sûr de moi. Ou parce que je me demande si le public préfère ceci, préfère cela, parce que j'ai des sujets différents pour la suite et je sais pas trop quoi choisir. Ça devrait servir à ça, les stats. Juste à ça. Pas à nous transformer en armée d'esclaves pour maximiser la rentabilité d'un putain de GAFAM à la con qui se gave de fric à ne plus savoir qu'en faire pour dorer la pilule d'une série d'annonceurs qui s'en tapent complètement de ce que moi, petit youtubeur, je vis. Mais moi, je suis un petit youtubeur. Et je dois me respecter. Face à ce système à la con. Il faut que je reste calme. Donc, on a déjà eu beaucoup de sacrifiés sur la chaîne, en fait, à cause de ce principe qui est venu petit à petit. Parce que si j'arrête YouTube aussi, c'est pas parce que la situation est là, maintenant, insupportable. Elle était encore tenable. J'aurais pu encore tirer sur la corde, à espérer, avec le petit système qui tire. Mais les courbes, sur le temps long, elles sont très très claires. Elles vont dans une direction précise, et je refuse de suivre cette direction. Parce que les conséquences petit à petit, ça a été quoi? Vous n'avez pas eu la suite de Fake 11 sur la natalité? Bon, en vrai, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. De ce que je me souviens, il explique surtout que voilà, on va arriver sur des redites, etc. Enfin, en quelque sorte, il explique plus par rapport au contenu de sa chaîne qu'autre chose. Et bon, rien ne vous empêche évidemment d'aller voir la vidéo. Toutes les sources sont dans la description, bien sûr. Mais donc, que dire de tout ça et surtout, que dire du titre que j'ai mis à cette vidéo? Parce que il y a quand même une question qui persiste et je vais pas vous mentir, c'est comment ça se fait que YouTube existe encore aujourd'hui? Comment ça se fait que YouTube, avec ce fonctionnement pourri, avec ses décisions complètement débiles et arbitraires, avec une gestion digne de Elon Musk sur Twitter, comment se fait-il que YouTube soit encore debout aujourd'hui? Eh ben moi je vais essayer de sortir quelque chose de tout ça, d'un peu plus philosophique et d'un peu plus, on va dire, politique peut-être.
c'est qu'en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais YouTube, c'est que le début, en fait. Ça n'a été que le début, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, YouTube. Ça fait longtemps que YouTube devrait avoir fait faillite, en fait. Ou en tout cas, peut-être pas avoir fait faillite, mais avoir été, comment dire, être secondaire, ou d'être pour un certain type de contenu, notamment les musiques, puisqu'apparemment, c'est ce qui marche le mieux sur YouTube. Mais alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu, en fait, un autre YouTube, un autre site comme YouTube qui a marché comme lui? Bah en fait, c'est parce que YouTube, aujourd'hui, tu peux plus refaire la même chose que ce qu'ils ont fait. C'est plus possible aujourd'hui, en fait, de créer un site qui demande autant de moyens, autant de... Alors, après, moi, je vais pas vous mentir, hein, je suis un peu sceptique aussi dans le fait qu'il n'y a pas moyen de faire un truc qui pourrait concurrencer totalement. Mais le problème, c'est que les investisseurs, ils s'en foutent. Parce il faut bien avoir conscience qu'il y a de moins en moins d'investisseurs. Le pouvoir d'achat général de la population baisse. Non, mais il monte. Non, arrêtez. Les courbes, c'est en fonction de ce que vous prenez. Et moi, je peux vous dire que j'entends personne autour de moi qui est en train de se faire un max de blé. Oui, alors il y a des exceptions toujours. Mais la plupart des gens, ils sont en train de chier là maintenant. Et moi le premier. Faites des dons. Mais c'est vrai qu'en fait, on est là et en fait, les gens peuvent de moins en moins investir. L'argent se concentre de plus en plus auprès des mêmes personnes. C'est pas une blague, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de magique qui est arrivé comme ça. Ça fait longtemps qu'on en parle et ça reste vrai. Et cet argent, en fait, il n'est pas investi forcément dans cette idée que les gens riches forcément... alors oui, bien sûr qu'il y a des gens riches qui sont malins, mais ces gens riches ne sont pas ultra riches. On peut pas être ultra riche et en même temps se soucier, investir dans des sociétés, investir dans le chic et le chac. C'est impossible, tout simplement, c'est impossible. Je vous le dis, vraiment, c'est impossible. C'est aller checker, aller farfouiller chaque multimilliardaire là, vous verrez, c'est impossible. C'est toujours au détriment d'autres. Et en fait, ici, ce qui se passe sur Internet, je pense que c'est un peu le résultat de ça. Moi, il y a plein de gens qui aimeraient me donner de l'argent sur Twitch pour que je puisse continuer à faire du contenu que je fais gratuitement, du coup. Mais ils n'ont pas les moyens. Il y a plein de... Aussi, je vous parle des sociétés. Il y a plein de petites sociétés ou de moyennes entreprises qui voudraient faire de la sponsor, qui aimeraient, comme ça, payer des youtubeurs 1 000 € ou quoi que ce soit. Mais elles n'en ont pas les moyens. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller voir les grosses entreprises. Les grosses entreprises, qui sont des multinationales, souvent gérées, qui ont souvent des pôles en Europe, mais qui vont juste regarder les chiffres parce que les gens n'ont pas forcément que ça à foutre, ce que je peux comprendre, hein, franchement, voilà. Mais en plus, qui n'ont pas forcément les connaissances et qui vont pas forcément vouloir, comme ça, tout à coup, prendre des risques, en fait. Parce qu'ils ont leur job aussi, qui est en place. Et du coup, où est l'argent? Eh ben moi, je vais vous le dire, où est l'argent. Et ça, c'est ce que Monsieur Mr. Sam ne sait peut-être pas. Parce que moi, j'en ai déjà parlé. Moi, j'ai déjà parlé avec des lobbies, par exemple. Mais les lobbies, ils ne rêvent que de ça. Des gens comme moi, comme Mr. Sam, comme Le Jour du Grenier, comme j'invente d'autres trucs qui pourraient leur faire de la publicité. Mais pourquoi est-ce qu'ils rêvent de ça? Parce que oui, ils ont plein de fric. Ouais, moi, je gagnerais peut-être... eux, ils seraient capables de me donner 5000 balles pour faire un tournoi. Ils n'ont rien à foutre. Moi, j'ai eu des gens qui travaillaient pour des lobbies qui m'ont dit, mais nous, on cherche, en fin d'année, on cherche où mettre de l'argent tellement on en a. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas assez de gens qui acceptent. Vous imaginez? Ils cherchent à dépenser de l'argent, parce que leur budget est trop gros, et ils se font engueuler s'ils ne le dépensent pas. Et donc, en fait, ce sont les lobbies qui sont les plus intéressés, mais si on prend pas... Voilà, alors quoi? Ça veut dire que la seule manière de gagner de l'argent, c'est à vendre son cul. Et surtout, parce que lui, il parle de jeux mobiles pourris, mais c'est pas le pire. Donc c'est bon, allez, go. Moi, je vais être sponsor, j'invente, je sais pas, moi, n'importe quelle industrie pharmaceutique qui... c'est pas un bon exemple, ça. Non, mais j'invente, mais une industrie pharmaceutique qui veut vendre des vitamines, bah voilà, let's go. Ou de l'homéopathie, let's go, c'est bon, je vends, j'y vais. Pareil, ça peut être, parce que je dis pharmaceutique, ça peut être d'autres choses, hein, mais vous comprenez l'idée, quoi. Voilà, totalement énergétique, voilà, une société énergétique,
je ne citerai pas de nom, qui voudrait faire une sponsor avec moi, let's go, yes, pour dire que waouh, en fait, yes, l'écologie chez eux c'est trop bien et waouh, c'est incroyable. Il y en a qui le font. Mais est-ce que c'est vraiment vous, public, ce que vous avez envie de voir? Non, je crois pas, non, je crois pas. Franchement, moi non, désolé, mais en plus, ce serait même pas envers toi-même, si t'as des valeurs, désolé, mais laisse tomber quoi. Donc voilà, bref, si cette vidéo n'a pas suffi à vous convaincre, j'ai quand même une autre vidéo à vous montrer vite fait, c'est le piège des métiers de passion. C'est une interview qu'a faite Salomé Saké, une journaliste exceptionnelle que je trouve pour le moment, voilà, je trouve exceptionnelle, je trouve qu'elle fait toujours des très chouettes sujets et très bien faits, que je vous mets évidemment en description la vidéo, car très importante. Et puis sinon, bah voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion. J'espère que ça aura été le plus clair possible. Hein. Désolé pour la vidéo encore qui fait 10 000 km. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, à la partager bien entendu, et puis à vous abonner. Et puis sinon, bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ça risque d'être très bientôt vu que vous avez vu, il y a encore une autre moitié de vidéo, mais elle durera probablement moins longtemps. Bref, merci à tous, à bientôt, et puis des bisous, hein.